19 h. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du lundi 22 avril. Voici les informations que nous allons développer. L'un des agresseurs des deux touristes australiens violemment tabassés le 23 mars dernier à Papeete était jugé cet après-midi en comparution immédiate. Le délibéré est tombé il y a quelques minutes. 30 kilos d'ice ont été saisis depuis le début de l'année et cette drogue continue de briser des familles polynésiennes. Les toxicomanes perdent pied et sont souvent livrés à eux-mêmes malgré le soutien de leur entourage. Deux mères de famille témoignent ce soir. L'érosion du littoral et la montée des eaux, c'est une réalité en Polynésie. Sur la côte est de Tahiti, plusieurs dizaines de propriétés ont été grignotées par l'océan. Il en est de même au Tuamotu, vous allez le voir dans un instant. Les prévisions de Météo France seront d'ailleurs plus précises, notamment pour les littoraux, car à partir de mercredi, elles vont intégrer la vigilance vague submersion. Philippe Fessinet, directeur interrégional de Météo France pour la Polynésie, est avec nous pour en parler. À 5 heures de vol de Tahiti, Fidji est désormais une destination directement accessible. Le territoire accueille chaque année près d'1 million de touristes. Nous irons au cœur de la forêt tropicale fidjienne à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Les faits s'étaient produits dans la nuit du 22 au 23 mars dernier à Papeete. Deux touristes australiens avaient été violemment agressés. L'un des prévenus était jugé cet après-midi en comparution immédiate. À la barre, il n'a pas su expliquer cet excès de violence. Le compte-rendu d'audience avec Miri Tumatariri et Juan Potoru. Ben, âgé de 23 ans, comparé après un mois de détention. À la barre, il sera peu loquace. Il n'arrivera pas à expliquer son coup de pied circulaire asséné à l'une des victimes. Un geste qui aurait pu avoir des conséquences graves au vu du grand âge de l'Australien. Sa mère, présente à l'audience, est encore sous le coup de l'émotion. Je ne l'ai pas éduqué comme ça, pas du tout. Je l'ai éduqué, enfin, on lui a éduqué, nous les parents biologiques et ses parents adoptifs. On l'a bien éduqué, on a tout donné, tout ce qu'il fallait. Mais voilà. Mais je suis en colère aussi après lui. Les deux touristes croiseront leur bourreau 2 fois dans la soirée. La première fois, une simple bousculade fortuite dans la rue. C'est à ce moment-là qu'ils auraient alors décidé de tendre un piège aux deux sexagénaires pour leur faire les poches. Le prévenu, le seul majeur, se dit entraîné par ses amis, un phénomène d'effet de groupe pour son avocate. Dans cette affaire, ils étaient 5. 3 ont donné des coups et ont véritablement agressé les deux touristes. Et l'effet de groupe permet d'expliquer la décision, enfin la réaction de mon client de se joindre à ces mineurs pour donc passer à l'acte. L'autre mise en cause, âgé de 17 ans, sera lui jugé le 29 avril prochain par le juge des enfants. La section détachée des Marquises du tribunal de première instance de Papeete a désormais une nouvelle présidente, en la personne de Cécile Brunet-Ludé, qui remplace le juge Georges Borg, qui a quitté l'archipel après y avoir officié pendant 7 ans. La nouvelle juge des Marquises, magistrate depuis 29 ans, souhaite mettre toute son expérience au service d'une justice de proximité accessible à tous. Cécile Brunet-Ludé nous en dit davantage au micro de Marie Curva. Soit qu'ils sollicitent la justice, soit que la justice vienne à eux parce qu'ils ont commis des infractions, d'avoir du temps pour les gens. C'est-à-dire, ce que j'entends par justice de proximité, c'est une justice qui a du temps pour les gens. Chose qu'on a de moins en moins en métropole. Voilà. Donc je veux dire aux Marquisiens que c'est une justice qui vient vers eux parce que c'est une justice qui a du temps pour les écouter, pour essayer de comprendre et qui aura la charge de décider, évidemment. Mais je pense que la dimension de dialogue et d'alternative à la phase purement juridictionnelle est aussi intéressante, puisque une des missions premières du juge, c'est aussi de concilier les gens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, qui correspond assez bien à ce que je suis dans ma personnalité, et je pense qu'ici, j'y trouverai satisfaction. Ouais. Justice toujours. Depuis le début de l'année, 30 kilos d'ice ont été saisis. C'est déjà plus que l'intégralité des prises de 2023. Les conséquences de ce trafic de méthamphétamine au phénois sont dramatiques. Les toxicomanes sont souvent livrés à eux-mêmes et le quotidien de leur entourage devient invivable. 2 mères de famille ont accepté de témoigner. L'une d'entre elles a perdu son fils en début d'année. Lucille Guichet, Mirko Vanfou.
Il s'appelait Télémou, il avait 29 ans. Il y a 2 mois, il a mis fin à ses jours après des années d'addiction à l'ice. Juste avant, il a envoyé un dernier message à sa mère. Maman, j'ai gâché ma vie. Et pardonne-moi encore, maman, pour ce que je vais faire. Je t'aime de tout mon âme, maman. Ils s'en sortaient plus? Ils s'en sortaient plus. Ils ne pouvaient plus s'en sortir. Ils ne savaient plus quoi faire. Voilà ce qui se passe quand on plante de l'ice. Comme lui, 10 000 personnes consomment de l'ice en Polynésie. Sa mère a assisté impuissante à sa longue descente aux enfers. À la suite, je le voyais, il ne mangeait plus. Et dans la nuit, des fois, je me levais pour aller aux toilettes. Je le voyais, il ne dormait pas. Il a pris un coup de vieux, les cernes. Mais alors, il a carrément maigri. Mais alors, maigri. C'était plus lui, quoi. Et là, ça m'a fait mal. Mais alors... Ah non, maman, je ne m'en sors pas. Et je dois des sous à des amis. Je dis, pourquoi faire? J'ai dit, Télémou, tu ne vas pas pouvoir avancer dans la vie en faisant ça. Là, tu es en train de me faire souffrir de pire en pire. Quand tu tombes dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Ils sont vraiment accros, mais accros. Aujourd'hui, sa mère ne cache pas sa colère. Les amis, hein, au lieu de soutenir, au contraire, ils sont aussi dedans. Quand il est décédé à la veille, je leur ai dit, voilà le résultat. Vous en pensez quoi maintenant? Mais que par la suite, je les vois et ils continuent encore à faire ça. Ses parents vivent dans le même quartier qu'ils jugent gangréné par le trafic. Ils ne se voilent pas la face quant aux activités de leur propre fils. Je le soupçonne parce qu'il est souvent avec des personnes qui sont dedans. C'est pour ça que je suis toujours pas derrière. Hein. Et quand il vient à la maison, même pas 1 heure à la maison, puis il s'en va. Et chaque fois qu'il va, il est toujours avec un sac à dos. On a tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, on fait tout. Hein, parce qu'il n'est plus à notre écoute. Il n'est plus à notre écoute. Il n'existe toujours aucun centre de désintoxication en Polynésie. Aucune association non plus de lutte contre les drogues. Parents et familles restent seuls face à la toxicomanie. Les effets du changement climatique sont déjà visibles sur le littoral des territoires ultramarins. Le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le confirme dans une étude récente. Les projections sur le recul du trait de côte sont alarmantes. D'ici 2050, des centaines d'habitants devront quitter leur domicile. Faut-il s'inquiéter aussi chez nous? Sibel Plichard, Hubert Liao et Matua Hawata ont rencontré les habitants de Papen'o et de Rangiroa. Un morceau de terre arraché par la mer. Au nord de la Grande Tahiti, une vingtaine de foyers souffrent de l'érosion côtière. La dépression Nat du mois de février a emporté 15 mètres du terrain familial de Teva. Ça fait mal, hein, parce que les grands-parents de ma femme n'ont pas laissé comme ça. Avant, il y a un cocotier par là, le tumoito, tout ça, mais là, il n'y a plus rien. Quoi. On essaie de voir la famille si nous-mêmes, on ne peut pas enrocher, parce qu'ici, il faut attendre, je ne sais pas combien de temps. Hein. Un peu plus loin, l'enrochement de l'école Mamou a tenu bon, mais pas le mur de clôture. Les galets se sont mêlés aux vagues. Sur cette portion du domaine public, la commune et le pays pourront intervenir, mais pas sur les propriétés privées, comme celle-ci, où le terrain est comme éventré. Chaque dépression, hein, ça s'amplifie de plus en plus. Ouais. Mais comme aussi on n'a pas de barrière qui nous protège, et plus s'il y a la saison de vague de novembre à juin, par exemple, plus les cyclones, mais ça fait beaucoup de dégâts. Hein. On ne peut pas non plus laisser la population comme ça. Hein. Nous attendons quand même, nous allons attendre que la mer elle baisse un peu pour pouvoir faire venir une drague. Bon, on ne pourra pas acheter des rochers pour enrocher, mais on pourra récupérer ce qui est tombé et faire une protection sommaire. Les îles basses des Tuamotu ne sont pas épargnées.
À Rangiroa, même côté lagon, les habitants assistent impuissants à la montée des eaux. Ça fait 24 ans, 25 ans qu'on est ici. On a perdu beaucoup de terre. Il faut compter, on a perdu 6 mètres, 6 ou plus de terre. Parce qu'avant, nous ici, on avait le chemin qui allait jusqu'au quai. Quand il y a des fortes houles, la marée haute, et ça va jusqu'en haut. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on va faire dans les jours à venir. Parce que ça nous inquiète beaucoup pour les jeunes. Hein. Ça nous inquiète beaucoup, la marée, la montée des eaux. Il n'est pas si loin, le temps où l'on pouvait encore courir sur les plages de Papen'o. Mais pas de place pour la nostalgie. Aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte, une étude démontre que d'ici 2050, le recul du trait de côte rendra des centaines de logements inhabitables. Le phénomène s'accélère aussi en Polynésie française. Et à partir de mercredi, dans les prévisions de Météo France, la vigilance forte houle va devenir la vigilance vague submersion. Ce phénomène se traduit par des vagues généralement causées par des vents violents, soufflant sur la mer, combinés à une marée haute ou à une onde de tempête. L'aléa vague submersion affecte des portions vulnérables du littoral et peut provoquer des inondations. Cette nouvelle interprétation de la vigilance a également permis la publication d'une cartographie plus précise des littoraux. Les risques d'inondations côtières seront mieux anticipés par les prévisionnistes. Pour en parler, nous recevons le directeur interrégional de Météo France pour la Polynésie, Philippe Fressinet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À partir de mercredi, le 24 avril, donc, après-demain, ce nouveau terme vague submersion va apparaître pour le grand public dans les prévisions de Météo France. La vigilance vague submersion, autrefois, on parlait de forte houle. Quelle est la différence exactement? Alors, les fortes houles, c'était plutôt en mer, en dehors du lagon. Là, on parle vraiment de vagues submersion. Donc, submersion, c'est des inondations, l'inondation du littoral. Les vagues, c'est des vagues à la côte. Et donc, on est vraiment sur l'impact d'une mer dangereuse à la côte et non plus d'un risque en mer. Et pourquoi ce n'est que maintenant que ce dispositif, cette vigilance est mise en place? Alors, avant de mettre en place ce type de vigilance, ça nécessite un certain nombre d'études. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis quand on est près du littoral. Et donc, il faut qu'on ait, par exemple, une bathymétrie, c'est-à-dire le relief des fonds marins, qui soit à une résolution suffisante pour donner des informations pertinentes. Il nous faut des modèles de vagues aussi qui soient à une résolution très, très élevée, à quelques centaines de mètres, pour pouvoir simuler les vagues dans les passes, le passage justement des courants, l'action de la mer à ces résolutions-là. Et donc, ça a nécessité un fort travail en amont pour arriver maintenant à ces résultats. Donc, clairement, lors des prochaines houles, vous serez capable de déterminer quels sont les littoraux les plus exposés. Exactement. Donc, en particulier, sur les îles de Tahiti et de Moorea, on a défini un nouveau zonage littoral. Donc, il y aura 11 zones sur ces deux îles qui permettront d'être beaucoup plus précis, zone par zone, plutôt que d'englober toute une zone sur des îles du vent. On pourra dire, ben voilà, sur telle zone, on est en risque peut-être orange, sur telle autre zone, on est en risque vert. Et par exemple, sur la situation du 13 juillet 2022, où toute la zone était en rouge, ben on aurait vu que sur le sud, puisque c'était une houle qui venait qui s'était propagée sur de longues distances à partir des mers australes, on aurait été en rouge, alors que sur le nord, on aurait peut-être été en vert, voire en jaune dans le pire des cas. Et donc, ça permet de différencier des mesures restrictives d'un côté ou de l'autre et d'être beaucoup plus efficace vis-à-vis de la protection de la population. Toute dernière question, Monsieur Fressinet, la Polynésie a pour l'instant été épargnée par les cyclones et autres tempêtes tropicales. Rapidement, est-ce qu'au fur et à mesure, les risques se réduisent? Ah bah oui, là on arrive en fin de saison cyclonique, donc là maintenant on est quasiment sorti. On a eu une période au mois de février qui a été très active début février avec une guirlande de dépression qui est passée très proche de nous, voire presque sur nous, et maintenant on est beaucoup plus serein pour la suite. Merci beaucoup Philippe Fressinet, directeur interrégional de Météo France pour la Polynésie. Cette nouvelle vigilance, en tout cas cette nouvelle interprétation, se fera à partir de mercredi. Merci beaucoup. Merci. Demain matin, le député européen Éric Minardi sera l'invité café de la matinale radio. Il viendra tirer le bilan de sa mandature au Parlement européen alors que les élections européennes sont prévues en Polynésie française le 8 juin prochain.
Le bateau de transport de marchandises Hawaii Nui, exploité par la Société de navigation polynésienne, est en arrêt technique jusqu'à nouvel ordre. Après être tombé en panne samedi au large de Huahine, le bateau a été remorqué jusqu'à Tahiti par le Hawaii. Il est arrivé à Papeete cet après-midi. C'est d'ailleurs ce navire, le Hawaii, qui effectuera les rotations vers les îles sous le vent à partir de demain en remplacement du Hawaii Nui. Depuis le mois de décembre, il est désormais possible pour les Polynésiens de voyager vers Fidji grâce à une ligne directe proposée par la compagnie Air Calin. Fidji, c'est 1 million de touristes chaque année. Certains villages reculés proposent même des activités originales au cœur de la forêt tropicale. Voyez plutôt ce reportage de Jacques Damour. Ne vous y trompez pas, nous sommes à 3500 km de Tahiti, dans l'archipel des Fidji. Près d'1 million de touristes foulent chaque année le sol de Viti-Levu, l'île principale. Mais il n'empêche que les activités proposées aux touristes sont variées et diverses, mais aussi insolites. Voici l'une des activités phares que vous proposeront les acteurs du tourisme fidjien si jamais vous avez l'occasion de venir vous détendre quelques jours ici sur cette île qui comporte, tenez-vous bien, 300 îlots. Le principe est simple, mais avec à la clé une expérience fidjienne authentique. Un mode de vie qui n'a fait que perdurer au fil du temps. Et ce n'est pas le passage journalier de nombreux touristes curieux qui changera la genèse de ce groupe. Ça, c'est le vrai Fidji là-bas. La plupart des villages se modernisent. On a quelques villages éloignés, très authentiques. Ici, les quelques habitants ne sont pas restés insensibles à la générosité de Mère Nature. Tout ce qu'ils font vient de la terre et de pêcher le poisson dans la rivière. Il y a plein de poissons dans la rivière, pas là où je suis, mais il y a des tilapias, des poissons d'eau douce. Il y en a vraiment beaucoup dans la rivière. Et d'où on est parti, tu peux trouver des moules d'eau douce. Habiter dans le village, c'est simple. Mais si tu es feignant, tu vas pas te nourrir. Il faut que tu te lèves tôt le matin pour aller dans la ferme, récolter les produits de la ferme et les cocos. Mais avant de retrouver la dure réalité de leur vie trépidante, les aventuriers d'un jour ont eu le privilège de pouvoir se connecter l'espace de quelques instants avec Dame Nature et les Tupuna au travers d'un chant qui a même fait vibrer les parois rocheuses de la forêt tropicale. Et ça donne envie de se poser sur une petite bouée. L'information principale de ce lundi 22 avril, l'un des agresseurs des 2 touristes australiens violemment tabassés le 23 mars dernier à Papeete a été jugé cet après-midi en comparution immédiate. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 mois avec sursis probatoire, aménageable en semi-liberté. L'homme a été maintenu en détention et devra payer près de 80 000 francs de dommages et intérêts aux 2 victimes australiennes. À la télévision, ce soir, Polynésie la Première vous propose 2 épisodes de la saison 6 de la série 911, puis à partir de 20h50, 2 épisodes de la saison 6 de la série Scandale. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, mardi, j'ai failli y passer. Il s'agit du témoignage d'un chasseur sous-marin percuté par un bateau. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images de l'exposition artisanale de Rurutu. Ça se passe dans le hall de l'Assemblée de Polynésie jusqu'au 5 mai. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Mata
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.